Voilà, la question essentielle en ce moment en intelligence artificielle, quand on pense à un robot qui serait très semblable à un être humain en termes d'intelligence, c'est une question qu'on pose sous deux formes, celle de ce qu'on appelle une intelligence générale artificielle ou une intelligence artificielle générale et la question du sens commun. Comment donner un sens commun à la machine? En fait, c'est à peu près la même chose. Je vais pouvoir montrer assez facilement pourquoi c'est la même question et en réalité et pourquoi on peut lui donner la même réponse. Alors, les gens qui posent cette question disent oui, on ne pourra jamais donner au robot une intelligence artificielle générale. Non, je vais le dire dans l'ordre, intelligence générale artificielle, et donc je vais dire IGA par la suite, IGA ou IGA. Alors, comment donner une IGA? Les gens disent, enfin les commentateurs disent, il faut donner à la machine en fait une émotion, ça on ne pourra jamais le faire. Il faut lui donner, et il faut qu'elle soit un être vivant, il faut qu'elle ait un corps. C'est-à-dire que les gens disent un certain nombre de choses qui sont de renvoyer à certains traits qui sont propres aux êtres humains. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est donner un modèle tout à fait général et montrer pourquoi nous avons besoin d'une IGA en tant qu'être humain. Et je vais montrer que ce sont des particularités, que c'est un ensemble de particularités et qu'il y a un ensemble de fonctions et qu'il y a un ensemble de tâches et qu'il faut que ces tâches soient remplies pour que la machine, il faut que la machine essaye de remplir ces tâches, de les assumer, et que si elle veut les assumer, elle a besoin en effet d'un certain type d'équipement. Et il se fait que je crois avoir une représentation complète de quoi il s'agit. Bon, alors je vais travailler par couche. Je vais commencer par voilà, des choses simples à dire et ensuite je vais ajouter plusieurs étages et je vais avoir une vision globale. Et quand la vision globale sera réalisée, je dirai quelques mots sur comment on peut réaliser ça en fait sous forme de programmation, quel type de programme qu'il faut créer, du type de ceux que j'ai déjà créés quand j'étais chercheur en intelligence artificielle et je terminerai là-dessus avec une petite remarque. Pourquoi faire tout ça, ça produit en réalité une IGA. Bien. Alors, un certain nombre de constatations et je ferai aussi des remarques en termes de programmation au fur et à mesure. Qu'est-ce qui est propre à l'espèce humaine? Propre à l'espèce humaine, c'est un caractère qui est le même que pour la quasi-totalité des animaux, en tout cas de ce qu'on appelle les animaux sexués. C'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'évidence qu'il y ait autre chose qui soit nécessaire à notre pour définir la mission d'un être humain individuel que de dire qu'il doit se reproduire. Bon, qu'il s'agisse voilà, d'une description de type surnaturel, qu'un message divin, unissez-vous et reproduisez-vous, etc., et peuplez la terre, ou bien que ce soit dans une perspective, je dirais, tout à fait athée en termes du gène égoïste qui cherche simplement à se reproduire. Et il y a donc une sorte de force dans la nature, mais qui est simplement au départ d'ordre chimique et ensuite biologique, parce que les corps s'attirent, qui produit au bout d'une certaine évolution des espèces bisexuées, où les représentants des deux sexes, des deux genres, vont essayer de se rapprocher pour produire ensemble des enfants. Voilà, pour que l'espèce se perpétue. La seule chose dont on a l'évidence, c'est que l'espèce cherche à se perpétuer. Évidemment, ça ne sert à rien de dire, c'est une représentation anthropocentrique de dire que l'espèce cherche à se reproduire, mais le fait est que les espèces se reproduisent et qu'elles utilisent, quand elles sont bisexuées, utilisent ce système qui consiste à faire se rapprocher deux types de populations,
les mâles et les femelles, et produire des enfants à partir de là. Donc, le point de départ de cet être humain dont il s'agit de faire un modèle, le point de départ, c'est qu'il doit se reproduire. Voilà. Et on peut, quand on parle du fait de la survie individuelle, le fait qu'on mange, qu'on boive, qu'on respire, et aussi qu'on doit se débarrasser des déchets, c'est-à-dire on doit aussi faire pipi et faire caca, et aussi on doit dormir, on doit reconstituer des forces. Voilà. Alors, on peut déjà faire un modèle informatique avec de la programmation orientée objet, où on pourra créer des petites instances, on créera des hommes et des femmes, et on fera qu'il y a une pulsion qui grandit en eux, un besoin de se rapprocher, et dans l'acte sexuel, il y a satisfaction. C'est-à-dire que la tension qui est montée va disparaître à la suite de l'acte. L'acte va réaliser quelque chose. C'est l'acte qui, voilà, par ses conséquences, va assurer la reproduction. Mais il y a une tension qui monte chez les hommes et chez les femmes qui va les conduire à se rapprocher, à s'accoupler, et la tension va baisser. Et aussitôt qu'elle aura disparu, par une descente de gradient, bon, c'est l'opération d'un point de vue physique, c'est comme ça qu'on va le modéliser, par une montée en puissance, et puis une descente de gradient brutale, et à partir de ce moment-là, le processus va recommencer, la tension va remonter. Bon, donc on a au départ, on a ce que en psychanalyse on appelle la libido, voilà, cette force, cette pulsion des sexes de se rapprocher pour s'accoupler, et que la tension baisse. Alors, tout d'abord parce qu'il y a une période dans la vie d'un être humain où il peut se reproduire. Il y a toute une période de montée, voilà, de constitution de l'enfant puis d'adolescent, et les relations entre enfants ne sont pas fécondes si jamais elles devaient avoir lieu. Donc il y a d'abord constitution de l'espèce jusqu'à un certain âge. Les gens, quand ils sont en âge de s'accoupler, ils doivent satisfaire un certain nombre de choses pendant ce temps-là. Ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent faire pipi, ils doivent faire caca, etc. Et dans toute la période qui précède l'enfance et l'adolescence, on le fait sans qu'il y ait véritablement reproduction. Et on peut considérer qu'il y a une période de latence, comme on dit. Il y a une période où les enfants ne sont pas, où la libido ne s'exerce pas sur les enfants. Et puis il y a peut-être une période, je dirais, de puberté où la libido s'exerce, mais les rapports ne sont pas encore féconds, et puis il y a production d'enfants, puis on arrive à une période où la femme cesse d'être féconde, l'homme cesse d'avoir la libido et donc il n'est plus attiré par la femme, etc. Bon, alors pour permettre justement qu'il y ait cette reproduction, il faut que soient assurées les fonctions de manger, boire, etc. pendant toute la période. Alors là aussi, on peut représenter ça de la même manière. Il y a montée de la faim, puis on mange, satiété, le besoin tombe à zéro, et puis il va se reconstituer. Bon. Et on peut faire, par exemple, pour manger, on peut dire, il y a 3 moments. Là, quand on se réveille, on commence à avoir faim, on mange. Il y a une période qui va jusqu'au déjeuner, pendant laquelle l'appétit remonte, et on va le satisfaire, etc. Et puis ça va retomber, et puis arrive le soir, on a de nouveau faim, et on mange, et puis voilà, on peut aller dormir. Pendant ce temps-là, il y a le processus de la fatigue. La fatigue monte, on a envie de dormir, on dort, etc. Pareil, le lendemain matin, quand on se réveille, on va petit à petit se fatiguer dans la journée, on a envie de dormir, etc. Donc on peut déjà, avec la programmation, on peut créer, je dirais, de manière linéaire sur le temps dans la journée, on peut créer un petit être, on va appeler ça une classe, puisque c'est une instance dans une classe. Ça c'est bon, le langage de la programmation. On va créer une instance particulière d'une classe, et cette instance aura à tout moment un certain degré de faim, un certain degré de soif, un certain degré de vouloir faire pipi et un certain degré de vouloir faire caca, aura un certain degré de fatigue qui va monter aussi, et on peut donc faire une sorte d'agenda de minute en minute,
avec un petit robot auquel on lui dit simplement, quand tu es arrivé au moment où tu dois faire pipi, tu as une période d'un quart d'heure pendant laquelle il faut que tu trouves le moyen de faire pipi. Quand tu as faim, il faut que tu trouves une période d'une heure durant laquelle tu dois manger. Même chose pour boire, même chose pour dormir. Bon. Et on va ajouter sur l'ensemble et sur une période plus longue l'envie de s'accoupler, voilà, l'envie de la copulation qui là aussi devra satisfaire si on est dans les âges de la reproduction. Donc faisons un petit robot simple, avec ces simples contraintes. Voilà, la tension monte pour manger, pour boire, etc. Et à tout moment de la journée, on peut regarder où ils en sont. Quel est le degré de fatigue, quel est le degré de faim, quel est le degré de soif, etc. Et bien sûr, cette petite machine a une tâche, a des tâches à accomplir, faire pipi, faire caca, trouver la nourriture, etc. Donc on peut déjà faire un petit personnage. Et le petit personnage, bien entendu, il doit concilier tout ça. Bon, alors on sait, nous, et on peut lui dire qu'on peut faire pipi et caca en même temps. On peut boire et qu'on peut manger en même temps. Mais en même temps, on a plus souvent soif dans la journée qu'on a faim, etc. Ou on fait plus souvent pipi qu'on doit faire caca, etc. Donc on peut déjà créer un petit robot qui ne produit rien dans le monde, si ce n'est qu'il doit assurer ses fonctions et il doit trouver le moyen de les satisfaire. Bon, alors on va ajouter un certain nombre de choses petit à petit. Alors, par exemple, si on est dans une société, comme j'en ai connu certaines en Afrique, le problème de boire et de manger, il est assez simple parce qu'on peut trouver des choses à boire et à manger tout autour de soi très facilement et donc il y a un accès immédiat à la nourriture et à la boisson. Bon, aussi, on ne doit pas chercher des toilettes publiques parce qu'on peut aller dans la jungle et voilà, faire ses besoins de cette manière-là. Mais on va ajouter tout de suite comme une contrainte qui est celle d'un être humain dans un environnement urbain et moderne, qui est que une contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Il faut payer pour boire et il faut payer pour manger et il faut payer pour dormir. Voilà. Alors ça peut être un loyer, ça peut être à l'hôtel, ça n'a pas d'importance. Donc on va mettre une contrainte supplémentaire par rapport à ces besoins qu'on a définis. Une contrainte supplémentaire, il faut travailler. Il faut que pendant un certain temps, on travaille et on sait que si on travaille un certain nombre d'heures, on va avoir une certaine somme d'argent et cette somme d'argent, on pourra l'utiliser le lendemain pour acheter à boire, pour acheter à manger et pour acheter à trouver un endroit où dormir. Donc on a déjà une petite machine qui a un certain nombre de contraintes et on peut lui faire son agenda sur la journée. Non seulement les besoins élémentaires, la tension sexuelle qui monte, la libido, et en même temps un certain temps qu'on doit passer à travailler pour obtenir une certaine somme d'argent. Bon, donc voilà les contraintes. Alors, de quoi est équipé ce petit robot pour faire ça? Il est équipé d'un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qui lui permettent, par exemple, de savoir dans quel ordre faire les opérations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui permet de savoir l'ordre dans lequel il faut faire les différentes opérations? C'est sa mémoire. Voilà. Donc, il faut constitution d'une mémoire. Et il faut que cette mémoire ait une dynamique qui lui permette de savoir ce qui est pertinent à chaque moment. Ce qui est pertinent, c'est-à-dire ce sont les gestes qu'il faut faire. Et bon, ça j'en ai déjà fait le modèle puisque c'est mon logiciel, voilà, Anela, que j'ai fait dans les années 87 à 90. Je sais déjà ça, comment ça marche. Alors, constitution d'une mémoire. Cette mémoire, elle a un double fonctionnement. On l'utilise à tout moment pour juger d'une situation présente. La mémoire nous permet de savoir ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, la perception de ce qui se passe au moment présent nous permet d'obtenir des informations qu'on peut ajouter en mémoire. Donc il y a un double mouvement pour la mémoire. La mémoire qui descend, qui a été stockée, qui a été emmagasinée et qui descend parce qu'on va l'utiliser en contexte. Et une mémoire qui est en train de se constituer et qui va soit s'ajouter à celle qui est déjà là, soit la modifier. On va raffiner, voilà.
on va nuancer, on va améliorer la performance en modifiant légèrement la mémoire. Bon, alors, qu'est-ce qui va gérer cette mémoire? Eh bien là, on est vraiment dans la psychanalyse. On a trois choses qui peuvent faire fonctionner cette mémoire. Il y a d'une part l'inconscient, qu'on appelle aussi le ça donc en psychanalyse. L'inconscient, c'est tout ce qui se passe de manière automatique. Voilà, je ne fais même pas attention, mais je dois faire pipi depuis un moment et je suis en train de chercher un endroit où je vais pouvoir le faire. C'est inconscient, je n'y réfléchis pas, etc. Il peut se trouver qu'à un autre moment, vraiment, j'ai laissé passer le temps et tout à coup, je me dis, bon, maintenant, il faut vraiment que je trouve un endroit pour aller pisser parce que ça commence à urger. Là, c'est le moi, là, c'est conscient. Et la différence entre l'inconscient là et le conscient, la conscience qui est le moi, c'est que je vais aller, si je ne fais pas attention, si je n'y réfléchis pas, je vais inconsciemment aller vers les toilettes et faire pipi et je n'y penserai même pas. Donc le ça, ce sera occupé entièrement de cela. Bon. Si je tarde et que ça vient à mon attention que maintenant il faut que je passe quelque chose de particulier, il faut que je fasse attention parce que maintenant je dois aller faire pipi, là le moi en vrai, et lui, ce que peut faire le moi, que ne peut pas faire l'inconscient, c'est planifier de manière délibérée. Dire il faut maintenant que je le fasse dans les 5 minutes et aussi de le faire selon des étapes dont on peut énumérer consciemment l'ordre dans lequel il faut les faire et les faire dans cet ordre-là. Bon, alors il reste donc on a quelque chose qui fonctionne de manière automatique par la mémoire. C'est le ça. On a quelque chose qui peut utiliser la mémoire et qui peut faire des opérations délibérées, c'est le moi. Et on a une troisième instance en psychanalyse, c'est le surmoi. Alors, qu'est-ce que c'est le surmoi? C'est un truc qui s'ajoute à la mémoire. La mémoire, elle est organisée, comme on va dire, comme un réseau neuronal artificiel, comme utilisent les systèmes actuels de deep learning, donc d'apprentissage en profondeur. Le surmoi, ce sont des règles. Voilà, ça ressemble à ce qu'on appelait en informatique un système expert. C'est un ensemble de règles, et ça, ces règles, on peut les appliquer. Ce qu'il y a, c'est que le surmoi est le plus souvent inconscient, et lui, il va appliquer les règles, mais en arrière-plan. Il va les imposer. C'est pour ça qu'on parle parfois d'un surmoi tyrannique, parce que ce sont des choses qui se sont inscrites, ce sont des choses que les parents ont dites, que les professeurs, les instituteurs, etc. ont dites. Ce sont des règles à respecter ou des règles, des choses qu'il faut faire. C'est ce que Durkheim, le sociologue Émile Durkheim, appelait le social intériorisé. Ça va interférer avec ce que fait et le ça et le moi, mais je dirais, c'est très pratique parce que bien sûr un savoir sous forme de règles, ces règles peuvent être énoncées, on peut avoir on peut connaître des procédures de manière très économique en enchaînant des règles. Mais quand nous réfléchissons par ce qu'on appelle l'intuition, eh bien là, il n'y a pas de règles qui sont appliquées. Là, c'est le fonctionnement du réseau neuronal tel quel. C'est ça que nous appelons l'intuition. Ce sont des raisonnements qui se passent chez nous, mais on n'y a pas accès. On ne sait pas exactement comment ça se passe. C'est d'ordre inconscient. Voilà. Donc, on a des instances qui peuvent diriger des types d'opérations qui doivent être faites. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Et ça, c'est le dernier élément, on a la parole. Voilà. La parole nous permet d'emmagasiner en particulier des mots en mémoire. Ces mots, nous pouvons les organiser de telle et telle manière. Il y a des choses qui sont associées. Adam et Ève sont associés dans notre mémoire parce qu'on nous parle toujours d'Adam et Ève. Si on nous parle de pommes et de poires, on ne pourra pas associer les poires à Adam et Ève, mais si on parle de la pomme, oui, on peut l'associer, etc. Ça, c'est toute la partie que j'ai couverte dans mon logiciel Anela, et c'est la partie que je décris donc dans mon livre qui s'appelle Principes des systèmes intelligents, qui a été publié en 1989. Donc on a la parole. Voilà. Alors, pour avoir encore quelque chose en plus, pour avoir véritablement une constitution du moi, il faut qu'il y ait des choses qui soient le contenu même de ce moi. Et là, dans Anela, dans la description que je fais dans le principe des systèmes intelligents, je fais que la machine
acquiert un certain nombre de notions en pouvant les classer de manière très simple au départ entre choses qu'on a et de choses qu'on est. Voilà. Et ce qui est important pour le moi, c'est que le moi va être constitué d'un ensemble de choses qu'il est, qu'il sait qu'il est, et d'un certain nombre de choses qu'il sait qu'il a. Mais il a cette capacité aussi de reconnaître que d'autres instances, voilà, les autres petits robots qui vont être en interaction, eux aussi peuvent être des choses, eux aussi peuvent avoir des choses. Voilà. La parole va nous permettre d'améliorer nos techniques pour obtenir des choses. Si on parle bien, on va pouvoir avoir un bon boulot. Et dans le boulot, on va faire les choses efficacement si on peut parler aux autres et leur dire ce qu'il faut faire, etc. Même chose pour ce qui est de la reproduction. Si on baratine bien, si on peut raconter des salades très bien, on va obtenir des résultats. On ne sera pas obligé d'utiliser, comme le font les animaux sauvages, la force brute pour obtenir un partenaire. On pourra, par la conversation, en étant aimable, etc., obtenir le même résultat. Bon, alors, j'ai fait un petit tableau. Alors je résume. Il y a les besoins qui ont des tensions qui montent et qu'il faut satisfaire régulièrement. Ça, c'est un premier élément. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à ces besoins. Il y a des contraintes directes comme dormir, manger, faire pipi, etc. Il y a une contrainte supplémentaire qui est celle de notre civilisation. Gagner de l'argent, travailler pour obtenir de l'argent qui va permettre de payer le dormir, le coucher, le manger, voilà, etc., le boire. Et ça, c'est un moyen détourné de faire ça. Alors, on a un matériau à l'intérieur, c'est la mémoire, et on a un mécanisme pour faire monter de la mémoire, d'enregistrer, de la stocker, et le faire descendre. Alors, on a trois instances aussi qui peuvent utiliser cette mémoire et qui peuvent d'abord utiliser cette mémoire, c'est donc le ça, le moi et le surmoi. Et l'instance du moi a en plus la capacité de parler. Bon. Il y a aussi des effets de temps en temps, par exemple dans une psychanalyse où on entend le ça. Voilà, l'inconscient qui parle. Bon, et la personne, à ce moment-là, dans la séance de psychanalyse, dit au psychanalyste je viens de dire ça, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, c'est un effet de l'inconscient. Mais en général, c'est le moi qui parle et c'est le moi qui s'entend. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le moi va aussi entendre ce que le ça va dire quand il le dit. Et également, le moi va entendre ce que le moi produit et peut réagir à ça. C'est-à-dire réagir émotionnellement. Et qu'est-ce que c'est que l'émotion ? Ce sont des valeurs d'énergie qui vont permettre de reconfigurer ce qui est en mémoire, d'attacher une importance plus ou moins grande à ce qui est en mémoire. Et là aussi, ce qui est en mémoire, avec cet ordre que donne cette dynamique d'affect, ça va être très important dans les interactions. Quand on vous dit qu'est-ce que vous pensez de telle question, eh bien les informations que vous avez en mémoire vont être distribuées en fonction de leur importance. Vous allez commencer par le plus important, parce qu'il y a en mémoire la valeur d'affect la plus élevée. Même chose, si vous êtes en conversation avec quelqu'un à qui vous faites la cour, vous allez dire les choses dans un ordre particulier, en disant d'abord les choses importantes. Après disant des choses moins importantes, et pendant ce temps-là, le surmoi va faire de la surveillance. Il va essayer il y a des règles, des choses qu'on ne peut pas dire quand on fait la cour, et il y aura un certain filtre, un certain tri qui aura lieu pendant ce temps-là. Donc la mémoire d'un côté, la parole qui vient comme quelque chose de supplémentaire, et les trois instances, ça, moi et surmoi, ont des rapports bien particuliers à la parole, et comme je viens de le décrire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que on sait que les robots, les machines, on peut leur donner des tâches particulières. Elles peuvent être intelligentes d'une certaine manière. Elles peuvent être intelligentes, une intelligence artificielle peut être très forte à jouer le jeu de Go et de gagner au jeu de Go. C'est le cas des fameux programmes AlphaGo qui sont très forts au jeu de Go. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut mettre par exemple une intelligence artificielle dans le cockpit d'un avion de chasse et qui va avoir une interaction avec le pilote. Voilà.
Mais en même temps, et ça c'est le reproche qu'on fait toujours, celui qui est l'intelligence artificielle dans le cockpit de l'avion, il ne peut pas en même temps préparer ne sait pas comment il faut faire pour préparer une tasse de café. Il ne sait pas non plus jouer au Go pendant ce temps-là, voilà, parce que c'est séparé. Alors, ce qu'on fait maintenant, eh bien, on fait des machines qui jouent au Go et qui peuvent en même temps verser une tasse de café. C'est pas très compliqué de le faire, mais la machine ne le fait pas spontanément. Ce qu'on veut quand on parle, voilà, de IGA, d'intelligence générale artificielle, on veut que la machine puisse prendre des initiatives. Or, la réponse, je viens de la donner, une machine ne prendra pas des initiatives si elle n'a pas ses besoins, ses pulsions de faire pipi, de faire caca, de manger, de boire, de respirer, d'avoir envie de dormir. C'est ça qui fait que nous acquérons un sens commun. C'est ça qui fait que nous acquérons quelque chose qui nous permet d'agir dans la vie de tous les jours sur l'ensemble des tâches qui se présentent devant nous. C'est pour ça, c'est parce que nous avons tous ces besoins qui doivent être satisfaits à une certaine échéance. C'est pour ça que nous avons un savoir général. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut que la machine acquiert un savoir de type général? Il faut leur donner des besoins comme ceux que je viens de décrire. Il faut leur donner une mémoire. Il faut que cette mémoire soit alimentée en particulier en termes de choses qu'on a ou qu'on est, et que la machine puisse trier ce qu'elle a, ce qu'elle est, et pas par opposition à des choses que d'autres ont par rapport à elle. À partir du moment où le moi peut s'attribuer des choses qu'il a et qu'il est, ce moi commence à avoir je dirais, une véritable existence. Et le fait qu'il puisse parler lui donne la possibilité en tout cas, de donner les apparences d'une conscience personnelle, d'un être qui existe là en tant que tel et qui peut dire moi ceci et toi cela. Toi tu possèdes ceci et tu es cela, moi je possède ceci et je suis cela, faire la distinction entre les deux. Alors voilà, je crois que c'est une description générale du problème, du sens commun, de l'intelligence générale artificielle que j'ai appelé IGA jusqu'ici. Voilà je dirais le programme. Je dis que j'allais encore faire quelques remarques en termes de programmation. Eh bien, c'est relativement simple. On va donner, c'est relativement simple. On va donner donc à la machine les besoins successifs, les obligations de les satisfaire dans un certain laps de temps, avec la tension qui monte, etc. Et donc si on fait ça, on a déjà un petit robot qui est obligé de faire des choses pour aller à tel et tel endroit, pour aller aux toilettes, pour aller au restaurant, et ainsi de suite. On va lui ajouter une mémoire qui va lui permettre de faire ces choses de la manière la plus efficace possible. Cette mémoire va s'améliorer et il pourra le faire de manière de plus en plus efficace et donc pourra gérer son temps de manière de plus en plus efficace. Il a 3 instances pour le faire, le ça, le moi et le surmoi, et il dispose d'un outil général qui va alimenter non seulement sa possibilité d'améliorer les choses, mais aussi sa représentation de lui-même, c'est le langage, c'est la parole, et cette parole en particulier, les mots peuvent être stockés à l'intérieur de la mémoire. Voilà, j'ai fait un petit tableau. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais pouvoir transmettre cela à l'équipe d'intelligence artificielle avec qui je travaille, et on aura une véritable carte de ce qu'on va faire, un véritable plan pour les étapes à remplir successivement. Et ce qui est formidable, c'est bien sûr que dans l'équipe, il y a à la fois des gens qui peuvent faire la programmation de l'intelligence artificielle, que nous travaillons avec des gens en robotique. On va pouvoir leur donner des robots en leur imposant ce type de besoins que je viens de décrire. Et on a une équipe qui fait des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter le comportement de petits personnages en interaction. Parce que ce qui va devenir très intéressant, bien entendu, c'est non seulement quand un de ces petits personnages va essayer de faire des choses, mais qu'il va y avoir l'interférence d'autres petits personnages. Il va vouloir aller faire pipi et il y aura la queue devant, il faudra qu'il attende.
des choses de cet ordre-là. C'est ce qu'on va faire apparaître. Et bien entendu, pour ce qui est de l'accouplement, de la copulation, il faut que ce personnage, à ce moment-là, trouve un autre qui se trouve dans le même type de disposition, dans le sexe opposé, et c'est comme cela que la reproduction sera assurée, c'est-à-dire le but général de l'espèce. Bien entendu, et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réfléchi dans ces termes-là? Parce qu'on n'a jamais pensé aux robots. On a dit avec les robots, on va imiter l'intelligence humaine. On n'a jamais réfléchi véritablement à quel est le substrat qui fait que nous acquérons un sens commun, que nous acquérons une intelligence générale artificielle. Voilà, merci.